Un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France sur Radio J. Et comme tous les jours, vous le savez, en compagnie de notre passionné d'histoire-géographie, Christophe Dard, dans cet épisode. Prof, hein. Puis la géographie... Mais vous êtes passionné d'histoire, Christophe, il faut le souligner. C'est déjà ça, modestement. Alors, modestement, bien sûr. Alors, dans cet épisode, Christophe, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale et nous allons évoquer en plusieurs parties le port de l'étoile jaune imposé à partir du 29 mai 1942. C'était il y a donc 80 ans en zone occupée. Les Juifs de plus de 6 ans, français ou étrangers, doivent la porter en public, cette étoile. Sinistre héritière de la rouelle au Moyen-Âge et d'autres insignes imposés aux Juifs dans l'histoire de l'humanité dont on a parlé dans cette série d'épisodes d'histoire des Juifs. L'étoile jaune est alors portée par les Juifs en Allemagne depuis plusieurs mois. L'étoile jaune est rendue obligatoire par l'armée d'occupation allemande et à l'instar des arrestations et des rafles, ce sont les nazis qui de plus en plus prennent le contrôle de la politique antisémite du régime de Vichy, comme dans la création de l'Union générale des Israélites de France, officiellement créée en novembre 1941 par le gouvernement du maréchal Pétain, mais sur demande des nazis. Et pour comprendre effectivement l'origine de cette UGIF, UGIF, qui reste encore donc aujourd'hui très controversée et source de débat, faut remonter finalement après l'occupation de Paris et de la France en juin 40. Le consistoire dirigé par Jacques Heilbronner se replie sur Lyon et l'association consistoriale des Israélites de Paris est créée sur pression allemande. Un comité de coordination des œuvres de bienfaisance voit le jour, dont le secrétaire général n'est autre que le neveu du grand rabbin Julien Weil, André Bord. L'objectif, c'est de faire de ce comité la meilleure structure en fait pour contrôler tous les Juifs, puisque par ce biais, ce serait obtenir leur nom, leurs adresses, comme cela d'ailleurs se fait déjà en Allemagne, aux Pays-Bas, mais cela ne fonctionne pas très bien. Alors par conséquent, les nazis insistent auprès du régime de Vichy pour la création d'un organisme qui leur permettrait d'avoir la liste de tous les Juifs vivant en France. Le gouvernement français crée donc l'Union générale des Israélites de France par la loi du 29 novembre 1941, tant en zone libre qu'en zone occupée. Et selon l'article 1er, elle a pour objet d'assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics, notamment pour les questions d'assistance, de prévoyance et de reclassement social. Mais en fait, il s'agit d'un moyen de recenser tous les Juifs vivant en France pour les assassiner, comme en atteste l'article 2 qui stipule que tous les Juifs domiciliés ou résidant en France y sont obligatoirement affiliés. La direction de l'UJF comprend Albert Lévy, président du comité d'aide aux réfugiés, André Bord, on a déjà parlé de lui, et également un certain Raymond Raoul Lambert, secrétaire général du comité d'aide aux réfugiés, directeur de l'Univers israélite, une revue très importante. Un homme d'ailleurs qui a de bonnes relations avec Xavier Vallat, le chef du commissariat aux questions juives. Et de vifs débats émergent après cette création, car seuls des Juifs français assimilés dirigeront la nouvelle structure, alors que les Juifs étrangers représentent pourtant une part importante des quelques 300 000 Juifs qui vivent en France à cette période. Et ils représentent même la moitié, puisqu'ils sont environ 150 000. Et en plus, sur les 150 000 Juifs français, 90 000 sont certes de vieilles souches, peut-on dire, mais 60 000 sont étrangers, souvent immigrés d'Europe de l'Est, et la moitié, 30 000, ont été naturalisés récemment. Et d'ailleurs, les Juifs français ont créé de nombreux organismes pour aider les réfugiés venus d'Allemagne et d'Europe de l'Est. On peut citer les éclaireuses et éclaireurs israélites de France, créés en 1923, mais aussi le comité de bienfaisance, le comité d'aide aux réfugiés, créé tous les deux dans les années 30, ou bien encore l'œuvre de secours aux enfants, fondée en 1912 à Saint-Pétersbourg par des médecins pour aider les populations juives défavorisées, qui a son siège à Paris depuis 1933. L'American Jewish Joint Distribution Committee établit ses bureaux à Marseille en 1940. Et puis au sein de la SFIO et du Parti communiste, il faut aussi le souligner, c'est important, des groupes d'entraide sont également créés pour les Juifs. Alors du coup, les représentants des Juifs immigrés montent au créneau et voient d'un très mauvais œil la création de l'Union générale des Israélites de France, dont tous les membres issus de la bourgeoisie juive assimilée ont été nommés par Xavier Vallat et donc par le régime de Vichy. Et l'un de ces hommes qui va effectivement monter au créneau, c'est Marc Jarblum, né en 1887 à Varsovie. C'est l'un des fondateurs du parti Poalecjon en Pologne. Il s'est installé à Paris en 1907, représentant de la France auprès de l'Agence juive et du Congrès juif mondial, président de la Fédération des sociétés juives de France et de l'Organisation sioniste de France. Actif dans le mouvement de résistance juive en zone libre dès le début de la guerre, il refuse effectivement de voir les Juifs immigrés tenus à l'écart, écartés donc de
de cette union générale des Israélites de France. Très rapidement, il est évident que l'Union générale des Israélites de France ne pourra pas freiner les arrestations des Juifs, y compris français, comme l'a montré la rafle des notables 12 décembre 1941, ni empêcher le port de l'étoile jaune imposée par les nazis dans la lignée des insignes que les Juifs ont souvent dû porter malheureusement dans l'histoire. Et c'est pour ça effectivement que l'UGIF passe pour collaborationniste encore aujourd'hui. Et effectivement, vous parlez des Juifs qui ont souvent dû porter des insignes discriminatoires dans l'histoire. On pourrait effectivement remonter, donc là on retourne très en arrière dans le temps, au 9e siècle. On parle d'un certain calife abbasside, Jafar al-Mutawaki, qui oblige alors les non-musulmans à peindre sur leur demeure des singes pour les Juifs et des porcs pour les chrétiens. À la même époque, à Kairouan, les Juifs doivent porter sur l'épaule un morceau d'étoffe de couleur blanche portant l'image d'un singe qu'ils doivent aussi accrocher sur leur porte. Et puis au XIIe siècle, les Juifs de Bagdad doivent porter 2 insignes, l'un sur le turban, l'autre sur le col. De plus, chaque Juif doit accrocher autour du cou une pièce de plomb comportant le mot dhimmi. Il doit aussi porter une ceinture autour de la taille. Les femmes, quant à elles, doivent porter une chaussure rouge et une chaussure noire, ainsi qu'une clochette à leur col ou leurs chaussures. Ça fait quand même beaucoup. Alors en 1215, le pape Innocent III ordonne dans l'un des canons du concile Latran IV le port pour les Juifs comme pour les musulmans d'un signe distinctif pour les différencier des chrétiens et éviter les unions mixtes. C'est la naissance de la rouelle. Mais en fait, dès 1208, l'évêque de Paris impose déjà aux Juifs un signe en forme de roue. En 1227, le concile de Narbonne proclame le port de la rouelle obligatoire pour les Juifs. Et on en parlait il y a quelques mois dans nos épisodes effectivement de l'histoire des Juifs de France, de ce port de la rouelle. Et même si cela peut sembler anachronique en 1940, ce n'est pas tant que cela le cas. Et c'est important de rappeler effectivement tout ce que les Juifs ont dû subir en termes d'insignes, dont d'ailleurs justement s'inspireront les nazis. La rouelle est imposée en fait par le roi de France Louis IX en 1269. Les hommes doivent la porter sur la poitrine. Ceux qui refusent sont astreints à une amende de 10 livres. Sous le règne suivant, et bien celui de Philippe III le Hardi, ce sont même 2 roues que les Juifs doivent porter, l'une sur la poitrine, l'autre dans le dos, sur la partie supérieure de leurs vêtements. Les exemptions sont rares. Jusqu'en 1370, 12 conciles et 9 ordonnances royales contraignent les Juifs au port d'une rouelle jaune. On y revient donc. Le jaune étant la couleur, symbole de l'infamie, de la trahison aux yeux des chrétiens du Moyen-Âge. Et du coup, quand en 1394, là aussi c'est une date importante dont on a déjà parlé, lorsque les Juifs sont expulsés définitivement du royaume de France, la rouelle évidemment disparaît avec eux. Dès 1938, en Allemagne, des plaques spéciales étaient déjà apparues par ailleurs sur les portes de médecins juifs de couleur bleu clair. Ces plaques portent au coin à gauche une étoile de David de couleur jaune et l'inscription « Autorisé seulement à soigner des malades juifs ». Mais à partir du 1er septembre 1941, c'est toute l'Europe nazie qui est soumise au port de l'étoile jaune suite au décret de Reinhard Heydrich, chef du redouté office central de sécurité du Reich et adjoint d'Himmler à la SS. Oui, qu'on rencontre souvent effectivement dans nos épisodes, car il est vraiment à la tête de tout cela. La France, qui est donc l'un des rares pays occupés à ne pas l'avoir mise en place, cette étoile jaune, et le régime de Vichy d'ailleurs qui s'y oppose, malgré quand même, il faut le rappeler, les 2 statuts des Juifs mises en place et les persécutions qui vont avec depuis 1940. Mais il y a du changement à sa tête en 1942, en avril 42, vous voyez, seulement quelques semaines avant la décision de l'Allemagne, Pierre Laval revient au poste de chef du gouvernement à la place de François Darlan, et René Bousquet, antisémite convaincu, est nommé secrétaire général à la police, et ces deux-là veulent renforcer la politique de collaboration déjà très forte avec l'Allemagne nazie. Finalement, la 8e ordonnance allemande du 29 mai 1942 est rédigée par Karl Oberg, chef de brigade SS et major général de la police, stipule, je cite, qu'il est interdit aux personnes juives à partir de l'âge de 6 ans accompli de paraître en public sans porter l'étoile des Juifs. Le texte précise, elle consiste en une étoile à 6 branches, noire, de la grandeur de la paume, en étoffe jaune, portant en noir l'inscription juif. Elle doit être portée, cousue solidement de façon apparente sur la poitrine, sur le côté gauche du vêtement. Chaque juif doit se procurer au commissariat de police de son quartier 3 étoiles jaunes en échange d'un point de ravitaillement textile. La mesure doit entrer en vigueur une semaine plus tard, le 7 juin 1942, en zone occupée, et nous verrons la suite au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France, justement. Merci beaucoup Christophe, et donc à très vite pour un nouvel épisode de cette série d'histoires.